montre intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby languedocien de la Régionale 3 jusqu'à la Fédérale 1. Aujourd'hui, Alain est en vacances, il faut bien qu'il en profite un petit peu, donc je vais le remplacer. Et avec moi, c'est Louis. Salut Louis. Salut, ça va? Ça va et toi? En forme? Nickel, en forme. J'avais oublié qu'il était en vacances, donc on se fait un tête-à-tête, on va se le faire en cap à cap, mais on va bien s'en sortir. Ce dimanche se jouaient les phases finales de Régionale 3, Régionale 2, Régionale 1. Quelques matchs, les finales de Coupe d'Occitanie. Donc on va attaquer tout de suite avec la Régionale 3. En Régional 3, c'était les 8e de championnat de France. Et pour le premier résultat qui nous intéresse, c'est l'ES Ville-Nouvelle qui était opposé à Lurhan. Et c'est la Rainette luranaise qui s'impose 27-18, Louis. Exactement, avec un début de match où Ville-Nouvelle impose son rythme pendant les 15 premières minutes avec le ballon. Mais Lurhan a su très bien résister en défense et a même profité d'un contre pour pouvoir marquer le premier essai. Donc 7-0, un essai de 60 mètres. Après ensuite, ils vont dominer de plus en plus et surtout scorer avec un bon jeu au pied d'occupation qui vont leur permettre rarement d'être inquiétés défensivement, au point même qu'à la pause, à la mi-temps, il y aura déjà 20-0. Et la seconde mi-temps sera plus équilibrée avec notamment deux joueurs de Ville-Nouvelle, le talon et le numéro 8 de Ville-Nouvelle, qui vont se mettre en évidence. Le surnom des Villeneuvois, c'est les Pharaons. Donc, les Pharaons. Les Pharaons contre la Rainette. Contre la Rainette, ouais. Et du coup, le talon et le 8 donc des Pharaons vont se mettre en évidence avec des gros porteurs. Ils vont souvent casser les lignes, et ce qui va leur permettre un petit peu de marquer des points. Et puis du coup, après, à l'image de la première mi-temps où ils menaient déjà 20-0, Lurhan va s'imposer du coup 27-18 face aux Pharaons. Allez, donc Lurhan qui sera en quart. Les quarts se joueront dans 15 jours. La rencontre suivante, c'est le Salagou qui était opposé à Asnières. Ça se joue à Combronde et ce sont les joueurs de l'ODEV qui se sont imposés 30-17 dans une rencontre où ils auront eu vraiment deux visages. Une première période où ils auront eu du mal un peu à descendre du bus, à tel point qu'ils seront menés 17-8 à la mi-temps, malgré que ce soit eux qui avaient inscrit le premier essai de la rencontre assez rapidement. Mais les joueurs d'Asnières avaient pris le score et profité des trop nombreuses fautes des joueurs du Salagou qui ont été pénalisés 12 fois rien que sur la première période. Et en seconde période, avec l'apport du banc et une petite remotivation nécessaire dans les vestiaires, ils vont finir par revenir, remettre la main sur le ballon et mettre leur jeu en place, ce qui va leur permettre grâce à leur buteur Lopez, de passer plusieurs pénalités et de repasser devant grâce à un essai libérateur du troisième ligne Pascal. Donc victoire finale 30-17. En seconde période, il y aura eu un 22-0 pour les Héroltais et le Salagou donc jouera lui aussi le quart de finale dans 15 jours. La rencontre suivante, ce sont les Audois de Limoux, du Racing Club Limoux qui étaient opposés à Panjas. Et c'est une victoire déjà soit 30-19. Effectivement, avec un début de match très serré en première mi-temps, avec deux équipes qui se valent, avec une mi-temps qui se finit à 6-6. Et ce qui aura permis à Panjas notamment de prendre le score en seconde mi-temps, c'est les sanctions, les pénalités et surtout les deux cartons jaunes et le carton blanc en seconde mi-temps de Limoux, qui ont permis à Panjas de jouer en supériorité numérique. Panjas, on le rappelle, c'est le champion d'Occitanie, le vice-champion d'Occitanie, parce que le champion d'Occitanie, c'est Vincent. Ils ont perdu en finale face à Vincent, mais c'était un gros morceau pour Limoux, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, la discipline... c'est comme ce qu'on a vu sur le match d'avant, où les équipes étaient vachement pénalisées, ça leur a permis d'avoir un sursaut d'orgueil et de reprendre l'avantage. Là, un peu pareil, les pénalités, puis le fait de jouer à 14, voire même à 13 à des moments, on fait que... En plus, ils sont amenés par un demi d'ouverture, buteur Berger d'expérience. Donc là, si tu lui donnes les opportunités au pied, il va pas s'en priver. Il se fait pas priver. Prier, pardon. La rencontre suivante, c'est Beaulieu, les Lions de Beaulieu qui étaient opposés à hier Carqueiranne-Lacroix. Et donc c'est une défaite pour les Lions de Beaulieu, 31-43. Beaulieu qui tombe sur un des favoris de la compétition en Régional 3 cette saison. On le rappelle, hier Carqueiranne qui était il y a encore 3 ans en finale de Fédéral 1 et qui était même l'an dernier en national. Ils ont été rétrogradés administrativement. Donc ils repartent de Régional 3 en Régional 3. Alors bien sûr, ce ne sont pas des joueurs de national, mais ce sont beaucoup des joueurs des espoirs
qui joue toujours au club. Et ils avaient même 5 doubles licences de clubs alentours qui jouent en espoir à Toulon ou quoi. Donc face à une très valeureuse équipe de Beaulieu, on a vu une opposition de style entre des joueurs expérimentés et très techniques côté varois et des joueurs avec beaucoup de cœur côté Beaulieu qui, malgré la défaite, ils étaient dans les clous. Il y avait 24-24 à l'heure de jeu, donc ils leur ont bien tenu la dragée haute, mais eux ils étaient peut-être en sur-régime pour lutter face à ces varois, et quand physiquement ça a un peu fléchi, ils ont pris 2 essais coup sur coup, ce qui a permis à Iyer Karkiran de prendre le large, mais ils n'ont pas abdiqué, ils ont même inscrit un essai, et au final ça finit à 43-31. Les joueurs de Beaulieu qui ont peut-être même réalisé leur meilleure prestation de la saison. Alors certes, ils prennent 40 pions, mais ils en ont quand même inscrit 30. Donc ils peuvent sortir la tête haute, et on espère les revoir la saison prochaine, faire la même saison que cette année, parce qu'ils ont quand même fait un super parcours en Occitanie aussi. Ouais, bien sûr, puis surtout à noter, comme tu l'as dit, ils ont resté la tête haute, malgré les 2 essais encaissés coup sur coup, ils ont quand même mis du cœur pour aller marquer un autre essai. Et pour éviter de perdre ce match et d'avoir la tête basse, quoi. Ah ouais, ils ont réussi, comme je te dis, 43 à 31, c'est pas 43 à 7, quoi. Ils ont pris 40 pions, mais ils en ont marqué 30 quand même. Donc, on va voir ce week-end, il y a eu pas mal d'équipes qui ont pris. Enfin, il y a eu une équipe notamment qui a pris pas mal de points et qui malheureusement n'a pas marqué à côté. Donc, ouais. On continue, donc maintenant on est en promotion de Régional 3, et c'était aussi les 8e, c'est le stade Huchedois qui était opposé au CR Saint-Saul-Arbois, et les Dragons du Chau qui s'imposent 19-15, qui passent au tour suivant. Ouais, effectivement, avec les Huchedois qui ont commencé cette partie avec un gros pack, avec beaucoup d'engagement. Alors il y a eu un essai qui a été refusé par un pseudo-écran à 5 mètres de la ligne. D'après les infos qu'on a eues. D'après les infos qu'on a eues. Malgré tout ça, grâce aux 2 pénalités de Fournier, la mi-temps se termine par un 10-6 en faveur des Huchedois. Et du coup, après cette première mi-temps 10-6, en deuxième mi-temps, il y a un échange de pénalités entre les 2 buteurs. Ça va être du va-et-vient, vraiment, avec notamment des cartons jaunes du côté du Chaudois, qui vont permettre forcément à Sanso de pouvoir bonifier en tout cas ses pénalités en points. Et à la 70e, du coup, le tireur d'élite Hans va permettre à son équipe de gagner tout simplement 19-15. Donc victoire de Sanso. Non, de Huchot. Victoire de Huchot, 19-15. Victoire du Chaudois, 19-15. À noter un très bon esprit des 2 équipes, malgré de belles oppositions. Et un grand merci à Lorotte, donc Chaudois. À Saint-Rambert d'Albon, c'est Saint-Rambert d'Albon de la Drôme qui recevait la rencontre, qui a fait une très bonne réception. Allez, la rencontre suivante, c'était les Sangliers de Toche-Corbière qui étaient opposés au RC Béarnais, et c'est une victoire 32-20 pour les joueurs de Tuchan, même si ce sont d'abord les Béarnais qui ont attaqué avec le vent dans le dos et qui vont obtenir la première pénalité. 40 mètres en coin, le buteur béarnais ne va pas trembler, 3-0, donc ça donnait déjà le ton du match pour les Béarnais avec un très bon buteur. 3 minutes plus tard, un essai pour le RC Béarnais qui leur permet de mener 10-0 à la 5e minute de jeu. Mais petit à petit, les Sangliers de Corbière, sans s'affoler, vont remettre la main sur le ballon, enchaîner les temps de jeu, inscrire une pénalité puis un essai de Chapelle pour revenir à 10-10. Et après une grosse séquence de défense où ils vont prendre un carton jaune, ils ne vont pas plier, et il va y avoir un peu de changement et leur permettre d'inscrire un essai non transformé par leur 3e ligne centre Pierre Clarmonde juste avant la mi-temps pour mener donc 18-10 au citron ou aux oranges, comme on veut. En seconde période, il va y avoir de nouveau du coaching qui va apporter du sang neuf et un peu de peps, et ça va rapidement porter ses fruits avec un essai dès la 43e minute de jeu pour les joueurs de Tuchan sur un groupé pénétrant après une belle prise de balle en touche. C'est Tisseire qui va inscrire un essai qui sera transformé par Pellissier, 25-10. Là, l'écart est fait, mais les Béarnais ne vont pas lâcher prise. À nouveau, avec une pénalité, ils vont réduire un peu la marque. Et c'est juste avant l'heure de jeu que le 4e essai des Audois va être inscrit par Groyer. Donc 32-13
phase avec la transformation. Le reste du match sera surtout à l'avantage des joueurs du Béarn qui vont essayer de renverser la tendance. Malheureusement pour eux, la grosse défense de Toche Corbière fera la différence, même si ils vont prendre 2 cartons jaunes dans les 10 dernières minutes, ce qui va permettre au RC Béarnais d'inscrire un essai sur le gong, transformé, 32-20, une belle partie des joueurs des Corbières, des sangliers vaillants, amenés par leurs supporters toujours très nombreux, et une très bonne après-midi avec un très bon état d'esprit entre les deux publics et un très bon arbitrage cohérent de monsieur Julien Souquet de l'île Jourdain. La rencontre suivante, donc, ce sont les ours de l'entente du Val-Espire qui étaient opposés à Garona 15 et qui se sont imposés 26-19. C'était un remake de 8e d'Occitanie, si je ne dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. C'est un match où on était avec Renaud à Limoux. Et l'entente du Val-Espire s'était déjà imposé et là il s'impose pour la deuxième fois. Oui, effectivement, du coup l'entente Val-Espire qui s'impose sur ce match avec un début de match réussi pour l'entente avec un essai quasiment dès le coup d'envoi de l'arrière Laurent Arnaud Diès, qui va permettre de marquer un essai qui sera non transformé. Et après cet essai, malheureusement, Garona va prendre les devants et va essayer de mettre la main sur le ballon. Ils vont dominer le reste de la première mi-temps, et notamment grâce à leur 10, qui, dès la 10e minute de jeu, avec un bon positionnement, va inscrire un drop. Donc 5-3 pour les ours. Mais l'entente est mise à mal et concédera 2 pénalités converties par leur 10, donc ce qui fait 5-9. Les ours se répliqueront par une pénalité de Loïc Salle, 8-9 pour Garona. L'indiscipline des ours causée par un pressing des avants de Garona va leur permettre du coup à Garona de concrétiser leur pénalité, simplement, donc 8-12. Donc après, Loïc Salle va réduire l'écart à la 40e minute de jeu face au vent d'une autre pénalité, ce qui va faire à la mi-temps du coup 11-12 pour Garona. Non, tu as sauté une ligne, tu as mélangé 2 lignes, mais je te le fais. Possible. Juste à la dernière minute de la première mi-temps, c'est le 8 de Garona qui va inscrire en force, on l'avait vu déjà à Limoux, c'est un joueur très puissant qui va inscrire un essai en force au pied des poteaux, pour permettre justement à Garona de mener 19-11 à la mi-temps. Et là, tu peux enchaîner avec la deuxième mi-temps. Les ours reviennent avec un autre état d'esprit, vexés par leur première mi-temps. Mais Garona ne marquera plus un seul point sur cette seconde mi-temps. Et du coup, c'est les ours, notamment grâce à leur avant, qui vont prendre les commandes du match. Avec notamment un essai avec une belle prise en touche par leur sauteur qui va permettre au relais, au pilier Lucas de Cauchy de marquer un essai en coin. Non transformé, donc les ours reviennent au score à 16 contre 19 pour Garona. Le jeu va s'équilibrer pendant un temps, avec 2 grosses oppositions. Mais à la 65e minute de jeu, le 10 de Garona récupère un ballon, tape de ses 22 mètres, et l'ailier des ours récupère le ballon au milieu de terrain. Il va relancer, taper, le 10 rate la balle et revient dans les bras de l'ailier. Donc ce qui va permettre à l'ailier d'aller aplatir l'essai, transformer cette fois-ci. Donc les ours prennent le score en main, 23-19 face à Garonne. Et à ce moment-là, la Garonne, sans le match lui échapper, va commettre des fautes, ce qui va permettre à la 79e au buteur des ours d'inscrire une pénalité, 26-19, et ça sera le score final. Ouais, les ours donc ils seront en quart de finale de promotion. Les quarts de finale de Régional 3 et de promotion, ce sera dans 15 jours. On passe maintenant à la Régional 2. Allez, Régional 2, on attaque avec l'Isle-sur-Tarn qui jouait face à Ramonville et les joueurs de l'Isle-sur-Tarn qui s'inclinent 43-33. Un match qui pensait les joueurs de l'Isle-sur-Tarn qui, après avoir échoué en finale, pensaient aller un peu plus loin en championnat de France. Et malheureusement, après une bonne première période où ils mènent 26-19 à la pause, en deuxième période, malgré le fait qu'ils arrivaient bien à mettre sous pression les joueurs de Ramonville, ils ont envoyé du jeu et Ramonville a fait la différence avec leurs 3 quarts, surtout face, on les avait vus en finale, face à Fleury, face aux avants très costauds de l'Isle-sur-Tarn. Ils ont réussi à faire la différence en écartant le jeu et Ramonville s'impose donc 43-33. La rencontre suivante, c'était l'US Foix qui était opposé à Sidobre-Montagne et ce sont les joueurs de Sidobre-Montagne qui s'imposent 34-30. Effectivement, avec un début de match très équilibré entre les deux équipes, mais l'équipe de Foix passe une première pénalité et si Dorbre réagit directement derrière en marquant un très bel essai. Puis très gros temps fort du côté de Foix en marquant 2 essais, donc
dont un de pénalité. Donc il mène à présent 17-5. Puis si Dobre réagit en marquant rapidement sur une pénalité jouée à la main, puis sur une nouvelle pénalité marquée pour un score de 17-15 à la mi-temps. Je crois qu'on met beaucoup de fautes, beaucoup trop de fautes ensuite. En seconde période, ils vont prendre 2 cartons jaunes sur 2 plaquages hauts, et ce qui va permettre à l'équipe adverse de prendre l'avantage, en tout cas sur ces fautes-là, et donc à faire la différence. Malgré cette différence, Foix va marquer un nouvel essai avec une nouvelle pénalité, mais ils vont réagir directement l'équipe adverse en marquant 2 nouveaux essais. Donc Foix tentera le tout pour le tout sur la dernière action, mais un en avant vient annuler leur dernier espoir, et du coup c'est le Sidobre Montagne 15 qui va gagner ce match à l'issue de cette fait un match plutôt à réaction. Ils ont réagi à chaque fois sur leur essai. La rencontre suivante, c'est l'AS Solonzac Minervois qui était opposé à l'AS Le Passage Rugby, et une victoire de l'AS Solonzac 42-20. Les joueurs de Lonzac qui n'a pas fait dans le détail, qui a réalisé une grosse prestation des dires de notre envoyé spécial Bruno Druetta. Ils ont inscrit 5 essais ce dimanche après-midi. D'ailleurs, vous en avez quelques-uns à l'image, notamment un assez rapide par Mata à la 8e minute de jeu, puis un juste avant la mi-temps, puis même 2 juste avant la mi-temps, un de Gras et un de Marquir, pour mener 24-13 à la pause. Et en seconde période, c'est ce diable encore de Cosinus, lui qui est le pichichi des marqueurs d'essai de Régional 2, inscrit, qui en a rajouté encore un, et Galigné à la 78e pour une victoire finale 42-20 au Lonzac, qui fait un très beau parcours en championnat de France et qui a peut-être réalisé sa meilleure prestation de la saison. La rencontre suivante, on va laisser finir ce dernier essai. Là, c'est 2 contre 1, c'est bien joué, et puis ça va finir au pied des poteaux. Les Lonzagais qui s'imposent donc 42-20. La rencontre suivante, c'est l'Entente Florissal Coursan qui était opposée au RC Canton de Marsanne, et victoire 33-17 des Audois de l'Entente Florissal Coursan. Quand on sait que le canton de Marsanne, ils avaient filé 40 grains à l'Entente de la Tête, et que ce dimanche à Thuir, j'ai vu l'entraîneur de l'Entente de la Tête qui m'a dit que face à Canton de Marsanne, vraiment, ils n'étaient pas invités, parce que Canton de Marsanne, c'était vraiment très solide. Ça laisse à penser du niveau de Florissal Coursan. Surtout à savoir que dès la 5e minute de jeu, Florissal Coursan prend un carton rouge. Donc pendant 75 minutes, ils vont jouer à 14 face à une équipe de Canton Marsanne. Et même pour vous dire, c'est qu'en première mi-temps, l'équipe de Canton ne va pas marquer un seul point. Fleury va mener directement à la mi-temps 19-0. Et après, en seconde mi-temps, ça va être un peu plus brouillon de la part des 2 équipes. Ce qui va permettre à Fleury de concrétiser leur avantage en marquant pour atteindre 2 essais de plus pour atteindre le score de 33. Et puis Canton va profiter aussi peut-être un petit peu de relâchement. Il y avait de relâchement de Fleury qui avait fait le job en première mi-temps pour pouvoir inscrire. Ils ont inscrit 3 essais en 5 minutes. Fleury en première période, en 10 minutes, on va dire. Mélise, Sigrat et Gérès, entre la 13e et la 20e minute du jeu, c'est là où vraiment ils ont tapé sur la tête un peu des joueurs de Canton de Marsanne. La rencontre suivante, c'est l'AS Montréal-Montady qui était opposé à Monteux, et c'est une victoire 21-14 pour les joueurs de l'Hérault, de l'Entente. Donc c'est Monteux qui, dès l'entame, impose son défi physique, avec beaucoup de puissance, un ballon constamment tenu avec des charges sur la ligne de défense, mais que les joueurs de l'Entente Montréal-Montady, de l'AS Montréal-Montady, vont vraiment faire preuve de détermination et de résilience en défense. Ils ont patiemment mis en place leur jeu en les déplaçant d'une aile à une autre, et ils ont finalement récompensé par 2 essais de Thomas Puech et de Clément Puech, dont un sera transformé par Alben de Cuc. Donc, ce qui leur a permis de prendre les devants. Face à cette défense hermétique et très bien organisée, les joueurs de Monteux ont été contraints de recourir au jeu au pied, ce qui va rendre la possession aux Héroltais. Franchement, l'équipe de Montréal-Montady n'a jamais vraiment été mise en danger, ils n'ont jamais vraiment douté, même s'ils ont encaissé un essai en fin de rencontre. Le coup de grâce est venu d'un dernier drop du toujours jeune et expérimenté Jérémy Gouninck, du haut de ses 39 ans, qui a scellé leur avance à 7 points, et qui va...
Ouais, un jeune en devenir, ouais, qui va leur donner vraiment de quoi bâtir pour la suite du championnat de France, parce que vraiment, ils ont fait preuve d'une envie exemplaire et d'une solidarité inébranlable. On va juste glisser un petit mot parce que ça arrive souvent, ça arrive de temps en temps que face avec un peu de frustration, il y a quelques bagarres qui se déclenchent. Et là, on a vu des vidéos passer où même les bandes de touche, notamment le banc de Monteux, qui est composé d'anciens joueurs de top 14, qui s'en est un peu mêlé. Donc ça, c'est moins joli. À noter que c'était pas trop dans l'esprit sur le moment, mais qu'après, à la troisième mi-temps, tout est rentré dans l'ordre. Ils ont fait la fête ensemble, ils ont même échangé des shorts, donc il n'y a pas de souci. Mais si on peut éviter ces petites incartades, c'est pas plus mal, quoi. Si on peut éviter ça sur les terrains, ça serait bien quand même. On veut que le rugby montre des belles valeurs, pas des valeurs qu'on aimerait absolument pas voir dans la vie de tous les jours, ni sur les terrains. Voilà. On continue avec la promotion de Régional 2. Toujours, cette fois, j'ai oublié de préciser, la Régional 2, c'était le 16e, tandis que la Régional 3, c'était le 8e. L'AS Canet était opposé à Caraman. C'était la journée des retrouvailles, parce que Limoux-Garona et AS Canet Caraman, c'est les matchs qu'on avait suivis avec Renaud à Limoux, pas Limoux, Antenne Vallespire Garona, c'était à Limoux les deux matchs. Et les deux matchs ont eu le même verdict, et là c'est Caraman qui s'est imposé 34-22. Les joueurs de Canet qui sont tombés sur plus fort qu'eux, d'après ce que m'avait dit Walter. Les avants de Caraman ont vraiment été supérieurs, notamment dans la conquête, les ballons portés, il les a vraiment mis à mal. Et après, derrière, ça ouvre des brèches, et avec la vitesse, les joueurs de Caraman en ont profité pour prendre le large. Et c'est Caraman donc, qui ira en 8e victoire 34-22. Dans l'autre rencontre de 16e de France, c'est l'US Lézat qui était opposé à Oz d'Armagnac. Et ce sont les joueurs de l'Armagnac qui se sont imposés 29 à 22. On n'a pas eu trop d'infos sur cette rencontre. On va passer maintenant à la Régionale 1. Régionale 1, il y avait deux rencontres qui nous opposaient. On est toujours en 16e de championnat de France. L'Union Sijon par la Nouvelle était opposée à la Vallée du Gapot. Et ce sont les joueurs de la Vallée du Gapot qui s'imposent 16-12 et qui met donc fin à la saison des Audois. Les Audois qui, en première période, ont encaissé un essai dès la 20e minute de jeu, tandis que c'était Arthur Iniesta qui avait ouvert la marque sur pénalité. Iniesta qui sera d'ailleurs le seul scoreur pour les Audois qui aura inscrit 4 essais, tandis que côté Vallée du Gapot, après ce premier essai de Ferrero à la 22e minute de jeu, il y aura des pénalités de Poggioli qui leur permet de mener donc 10-6 à la pause. Et en seconde période, Ferrero va inscrire 2 pénalités supplémentaires pour s'imposer 16-12. Et malheureusement pour l'USP, la saison s'arrête ici. Tandis qu'on le verra plus tard, la B continue. Allez, dans la deuxième rencontre qui nous intéresse, c'est l'US Millas qui s'est imposé 24-23 face au Rive d'Orbe. Match qui s'est déjà joué 2 fois cette saison, ils étaient dans la même poule. Et là, ça a souri aux Catalans qui s'imposent et qui iront donc jouer le 8e. Ouais, effectivement, avec un match avec des montagnes russes, concrètement. Mais en première mi-temps, du coup, le score s'élève à 15-10. Et ensuite, les Rives d'Orbe... 15-10 après 2 essais de Cyril Henrique et de Gironne contre un essai de Pastor. Effectivement. Et du coup, après, au retour des vestiaires, Rive d'Orbe va mettre tout simplement l'envie et vont concrétiser et bonifier leurs bonnes actions avec des points. Ils vont même mener 23-18. Et puis, pour finir, Millas, grâce à leur buteur, va marquer à la 50e et à la 59e 2 pénalités de leur buteur Galli qui vont permettre de passer au score, et jusque là il n'y aura plus d'avancée dans le match. Voilà. Et donc match tendu jusqu'à la fin. Pour un petit point, symbolique. Ce sont les protégés de Dédé Faliou qui iront faire le 8e la semaine prochaine. On passe avec maintenant la promotion de Régional 1, là aussi c'était le 16e de France. Bédarieux qui était opposé à Givors, et victoire de Bédarieux sans appel. 76-6. Là, les coéquipiers de Malrieux et de Lorenzo Rico n'ont pas fait dans la dentelle. À la mi-temps, il y avait déjà 38-6. Ils ont inscrit 11 essais cet après-midi. Un doublé pour Baris, un doublé pour Pull et surtout un triplé pour Jésus Delbrook.
avec un doublé en 5 minutes, 54e, 57e et un essai à la 70e, en sachant qu'il était remplaçant en plus, donc il a fait une rentrée remarquée. Et Bédarieux qui passe sans trop trembler au tour suivant. Et la dernière rencontre qui nous intéresse pour la promotion de Régional 1, ce sont les Plages d'Orbe qui se sont imposées 32-27 face au Tarnais de Montredon-la-Bessonnier. Ouais, à noter qu'ils terminent, que les Rives du coup ont... Les plages. Pas les plages, pardon. Que les Plages d'Orbe ont fait une première mi-temps assez bonne, parce qu'ils menaient déjà 22-10. Et après, en deuxième mi-temps, le retard était trop grand pour leurs adversaires et ça leur a permis de passer et de gagner ce match. Ouais, les Plages d'Orbe qui ont fait une très bonne première mi-temps, qui ont profité un peu de nombreux plaquages manqués côté Montredon-la-Bessonnier et ils se sont fait trouer. Du coup, Plages d'Orbe en a profité. Et à la seconde période, même si les Tarnais sont revenus fort, ils avaient assez d'avance et donc ils iront eux aussi en huitième de finale la semaine prochaine. Un petit mot sur les réserves de Régional 1 qui jouaient ce week-end. Sijan Port-la-Nouvelle et Millas étaient encore en course pour les deux équipes avec des fortunes diverses. Sijan Port-la-Nouvelle, champion en titre d'Occitanie, s'est imposé 19-7 face au RC Haute-Bresse, tandis que Millas s'est incliné 34-13 face à Bourg-en-Bresse. Ce n'est pas les mêmes équipes, mais c'est la même région. En Coupe d'Occitanie, enfin, dernier résultat, c'était la finale en Coupe d'Occitanie de Régional 3. Et le bassin sud-minervois à Castanet-Tolosan s'est incliné 31-19. Donc le champion de Coupe Occitanie de Régional 3, c'est Castelnau-Bastide. Louis, ce sera peut-être le mot de la fin pour ce soir. On va se retrouver vendredi avec une émission un peu plus courte parce que la Régional 3 sera de repos cette semaine. Il y aura juste la Régional 2, la promotion de Régional 2, Régional 1 et promotion de Régional 1 qui joueront. On se dit merci d'abord. Merci et à vendredi, transpirez bien sur tous les terrains. J'ai chaud dans la gorge. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.